c'est qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Jules Alinguete. Il est ajouté que la société Proton fait partie des entreprises ayant gagné le marché de l'installation de lampadaires pour l'éclairage public à Kinshasa. On peut aisément comprendre pourquoi M. Jules Alinguete avait fermé les yeux sur la piètre qualité des luminaires installés par cette filiale du groupe Raoji. Ça sent le conflit d'intérêts en plein nez. Il a été présenté à l'entreprise par notre DG à l'époque. Il a été présenté comme médiateur et on nous a dit que c'était lui qui allait désormais gérer tous nos dossiers concernant la DGI, la DGDA ou la DGRK. Si vous avez un problème quelconque, si vous voulez régler un dossier, il vous suffit de les contacter. Messieurs et dames, bienvenue dans l'univers obscur de la corruption en République démocratique du Congo. Nous allons vous livrer les résultats d'une enquête. Cette enquête révèle une histoire. L'histoire d'un réseau mafieux profondément enraciné au pays de Lumumba. Corruption, concussion, trafic d'influence, vol, évasion fiscale, fraude douanière, contrebande, blanchiment d'argent. Les mots ne sauraient tarir pour définir ce que notre enquête vous révélera ce jour. Nous allons faire une immersion dans la dynastie des Raoji. Nous allons découvrir les secrets bien gardés de cette famille qui, dans le total mépris du peuple congolais, de l'administration et des autorités congolaises, se sont achetés les services du plus grand donneur des leçons des temps modernes, Jules Alinguete. Le chef de l'État, l'autorité directe de qui relève l'inspection générale des finances, a confié à notre service la noble mission de lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique. Et nous sommes partis d'un état des lieux catastrophique des antivaleurs constatés dans la gestion publique en RD Congo, état des lieux qui démontre suffisamment que l'ordre n'était pas au rendez-vous. Donc je vous épargne des détails. Globalement, c'est une situation catastrophique où la corruption, les détournements étaient au rendez-vous à tous les événements en rapport avec la gestion publique. Voilà dans quelles circonstances le chef de l'État décide de déclencher une lutte acharnée contre les antivaleurs dans la gestion publique et il confie le travail à l'inspection générale des finances. À travers cette enquête exclusive, vous allez découvrir un homme qui, derrière sa casquette de défenseur de la dignité, se trouve être mêlé dans plusieurs affaires répréhensibles. L'inspecteur général, chef de service de l'IGF, qui pourtant est contrôleur des finances publiques, se trouve être le coach principal des entreprises privées mafieuses qui saignent le trésor public. Dans cette enquête, vous allez découvrir des preuves, des documents manuscrits, des emails, des messages WhatsApp et des témoignages, même des interviews révélant les forfaitures de ce grand vendeur d'illusions qui a pu tromper tout un peuple. Ce document révèle sans nul doute l'une des plus grosses escroqueries du siècle qui laissera bouche bée même ses plus grands sympathisants. Notre enquête nous mène à Mumbai, capitale économique de l'Inde. Nous allons à la rencontre de M. Youssouf Tchek, ancien directeur des opérations de la société Prolimpex, une société du groupe Raoji. M. Youssouf Tchek, il y a peu prisonnier à la prison centrale de Makala, accusé par les responsables de la société Prolimpex de détournement de fonds et de vol, se retrouve aujourd'hui être caché en Inde. Nous allons donc à sa rencontre et ce soir, son histoire, l'histoire de Youssouf Tchek. Tout d'abord, merci. Pourquoi je suis ici en Inde et non au Congo? Parce que j'ai peur pour ma vie. Je me sens plus en sécurité ici en Inde. Mais la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est que je veux apporter la vérité aux gens sur certaines personnes ou un groupe de personnes plongées dans la fraude et les détournements de l'argent du gouvernement.
Je voulais bien les dénoncer, mais je n'ai malheureusement pas pu le faire parce que j'avais peur. J'ai toujours peur de retourner au pays. Voilà pourquoi j'ai quitté les pays et je suis ici en Inde. La raison pour laquelle je voulais exposer la vérité est que je n'étais pas prêt à accepter certaines choses. Ces mauvaises choses qui se produisaient dans l'entreprise. Et à ces moments-là, je me suis opposé aux gens, au conseil d'administration, en disant que je ne pouvais pas le faire. Alors, ils ont essayé de me menacer. Ils ont essayé de me tuer. Ils disaient que si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Je leur ai dit que je ne le ferai pas. Alors, ayant compris que quoi qu'il en soit, je n'accepterai pas cela, ils m'ont dit « Ok, d'accord, on va voir ». Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à porter de fausses accusations contre moi. Comme quoi que je volais de l'argent à l'interne, que je faisais beaucoup de choses de la mafia, beaucoup de fausses accusations contre moi. J'ai été mis en prison, je voulais simplement dire la vérité et j'en ai payé les prix. La première chose, ma motivation, c'est que je vais apporter la vérité aux gens, surtout aux entrepreneurs congolais et au gouvernement. Comment ces gens manipulent, comment ils volent l'argent du pays, comment ils font leur fraude dans le pays. Ces gens sont dans un sale business, dans le vol. Vous savez, parce qu'ils volent l'argent du gouvernement, les gouvernements devraient les attraper, les arrêter, et les peuples devraient obtenir justice. C'est pour cela que je suis ici. Je veux apporter la vérité aux gens. Comment tous les grands groupes dirigent la mafia et comment ils se servent de leur pouvoir pour faire ce qu'ils font. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Je vous ai raconté depuis le début que j'ai rejoint notre entreprise Prodimpex en 2008. J'ai commencé à travailler en tant qu'auditeur interne, puis petit à petit, j'ai été promu directeur financier de l'entreprise. J'ai ensuite été promu chef des opérations. Bien sûr, j'étais beaucoup plus sur la paperasse. J'occupais de nombreux postes, mais la plupart des décisions étaient prises par les patrons eux-mêmes. Mon rôle était de négocier ou de communiquer entre les patrons et les négociateurs. En disant négociateurs, je sous-entends ces personnes qui organisent nos dossiers auprès de l'État et consorts. Ce qui s'est passé en 2016, c'est qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Jules Aninguete. Il a été présenté à l'entreprise par notre DG à l'époque. Il a été présenté comme médiateur et on nous a dit que c'était lui qui allait désormais gérer tous nos dossiers concernant la DGI, la DGDA ou la DGRK. Si vous avez un problème quelconque, si vous voulez régler un dossier, il vous suffit de les contacter. Je suis venu au Congo en 2015 pour travailler dans l'ambassade d'Allemagne dans le secteur administration et attaché militaire comme chef de bureau. Et après, je suis quitté l'ambassade, je suis venu chez le groupe Rauchi, chez Prodimpex comme Business Development Manager. Parce que dans le groupe Rauchi, il y a plusieurs consulats. Il y a un consulat pour l'Indonésie, c'est Mushtaq Rauchi. Il y a le consulat honoraire pour Pakistan, c'est Aslam Rauchi. Ma position officielle, c'était Business Development Manager. Qui sont les acteurs principaux de ce réseau mafieux? Commençons par Adnan Khaoudji, le négociateur clé. Adnan Khaoudji, ancien patron de Prodimpex, jouait un rôle crucial en négociant et en décidant des paiements officiels et officieux. Il gérait les transactions financières pour faciliter les opérations des sociétés Khaoudji avec la complicité des autorités. Certains acteurs portaient plusieurs identités pour opérer sous différentes casquettes, dont Fidou Emraj, connu aussi sous les noms de Shiraj Emraj,
et Shirazali Hassan Ali. Il utilisait le Swahili pour manipuler et corrompre les autorités judiciaires, sécuritaires et administratives. C'est lui qui va négocier avec les paquets, avec les DGE, DGI, DGDA. C'est lui aussi qui cherche, il y a un dossier qui est encore ouvert à Massafco avec les travailleurs. Je ne sais pas si... Il existe un dossier, c'est déjà depuis 2002 à 2003, un dossier qui est même entré dans la présidence. Un dossier de travailleurs de Massafco, les anciens travailleurs. Ali Raoudji, le stratège de l'ombre, bien introduit auprès des hautes autorités de la République, était le colistier des filous Emraj. Il validait les montants et traitait directement avec certaines autorités, y compris M. Jules Alingueté. En tant que président du conseil d'administration de la société Proton, il négociait les redressements fiscaux et les dossiers de douane de la Rabobank. Ali, il décide le montant. Le montant, on va, ok, non, ça c'est trop haut, on doit baisser. Oui, exactement. Pour toutes les sociétés sauf Rabobank. Rabobank, c'est Mustafa Raoudji. Il décide tout. Il y a aussi Mustafa Raoudji, le maître des décisions. Mustafa Raoudji est le numéro 1 des Rabobank et le seul à dicter la logique et l'orientation au sein de Proton. Michael Raoudji, en revanche, n'a aucun pouvoir décisionnaire, mais il est au parfum de tout. Mustafa Raoudji, le DG et le président de la Rabobank, c'est M. Massa. Il fait la même chose comme M. Ali pour d'autres sociétés, mais seulement pour Rabobank. Et il est aussi dans le conseil d'administration de Proton. Il cherche aussi Proton comme président du conseil d'administration. Il est à noter que la société Proton fait partie des entreprises ayant gagné le marché de l'installation de lampadaires pour l'éclairage public à Kinshasa. On peut aisément comprendre pourquoi M. Jules Alingueté avait fermé les yeux sur la piètre qualité des luminaires installés par cette filiale du groupe Raoudji. Ça sent le conflit d'intérêts en plein nez. À l'époque, quand il est arrivé, moi je le connaissais, on me l'a présenté, il travaillait à la primature. Il est devenu conseiller, je ne sais pas, infrastructure ou quelque chose comme ça. Non, conseiller du climat des affaires. Climat des affaires. Son numéro de expert comptable. Climat des affaires. Il a commencé à faire des beaux yeux au groupe pour devenir expert comptable pour le compte du groupe. Et comme il avait arrangé plusieurs fois des dossiers de TVA, de déclarations et de machin, c'est comme ça qu'il est devenu conseiller en matière de fiscalité, conseiller façon de parler, en matière de fiscalité pour le groupe. Il venait d'avoir son numéro d'expert comptable. Il venait d'être confirmé expert comptable. Et là, il voulait devenir, comment on les appelle? Commissaire de compte. Commissaire du compte d'expert comptable. Comme il a commencé à chercher le marché de commissaire au compte pour le compte des sociétés du groupe, c'est comme ça qu'il avait commencé à négocier les déclarations et les TVA et tout ça. Le juridique, même le dossier juridique, il a traité aussi. Dénonciation, c'est cette mafia qui existe dans cette famille ou dans ce groupe, avec chaque société. Et cet groupe qui n'est pas un groupe officiellement, parce que chaque société travaille librement. Et il y a des sociétés qui existent dans quelques sociétés comme Rafi, Parkland, Rossio, Rabobank, Beltexco, Massafco. Ils volent avec les impôts. Une mafia tellement bien huilée, à telle enseigne que son influence s'étend aussi bien à l'échelle nationale, notamment à Kinshasa, Goma, Bukavu, Kisangani et Chikapa, ainsi qu'à l'international, à Dubaï, en Inde, en Allemagne et en Chine. Il y a des offshore sociétés qui gèrent à l'extérieur comme Hurricane Invest, comme Monganga, comme le savon Monganga. Hein, ça, il y a une société, je pense, elles sont
Panama ou Cayman Islands enregistrés. Il y a plusieurs, parce qu'international, ils sont les sociétés qui est par exemple en Allemagne, comme Hexagon GmbH et KKG. Il y a Hexagon International qui est à Dubaï, des sociétés à l'extérieur, mais aussi avec M. Jules Alingate, le chef de sociétés basées par exemple en Allemagne, Hexagon GmbH et KKG. Ça, c'est une société enregistrée en Allemagne pour liability, sans liability. C'est-à-dire, si cette société va tomber en faillite, on ne peut pas toucher les assets privés des actionnaires. Oui. Hexagon International, c'est à Dubaï, Bremen, Allemagne. Chacune des sociétés du groupe Rauji a un rôle bien spécifique dans cet écosystème mafieux. Il utilise cette société pour les achats et pour faire les facturations. Si il achète dans une lysine, c'est cette société qui va acheter ça et va faire l'exportation, mais aussi les surfacturations. Il achète tout pour Beltexco. Beltexco, il importe presque 80% de la Chine. Et aussi les Compal, c'est des Colombiens. Et la raison pour laquelle ils utilisent sept pays pour l'importation, par exemple, si tu veux acheter en Europe, l'Europe ne va pas te laisser faire une autre facture. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé à chercher partout. Quand on a commencé chez Prolimpex avec Iveco, c'était la même chose. Iveco, ils ont refusé. Yamaha aussi. Yamaha avant, ils ont refusé pour utiliser Hexagon par exemple, parce que il faut faire le business direct. Et quand c'était comme ça, les Rauji n'est plus intéressé en cette société parce qu'il déclare seulement même pas 10% d'importation par an et des prix. Comme j'ai expliqué, s'il achète un véhicule pour $50,000, c'est par exemple le Hexagon en Allemagne, il y a aussi dans le hard drive toutes les preuves. Ils vont mis le prix pour $25,000. Il économisait $25,000 d'impôts. C'est-à-dire Jules, il connaît comment il fait les impôts parce qu'il fait le bilan pour le groupe. Les contextes étaient très simples. Il était l'inspecteur senior de l'IGF à l'époque où il a été présenté. Et il avait déjà des relations importantes avec certaines personnes de la DGI, de la DGDA ou de la DGRK. Si vous avez un problème quelconque, par exemple, si vous devez régler un dossier, vous les contactez. Et lui, il négociera en votre nom et il sera celui qui traitera le dossier. Par exemple, si nous voulons clore un dossier, il suffit de lui dire que nous avons tel problème. Et il fermera ces dossiers pour nous. Il va régler pour nous tout le problème pour lequel nous l'aurions contacté. C'est donc dans ces contextes que j'ai été présenté à M. Jules Alingate à l'époque. Je ne le connaissais pas et je n'étais pas vraiment celui qui communiquait directement avec lui. En tant qu'employé, je devais suivre ma hiérarchie et faire ce que j'étais censé faire. En cas de problème, je devais juste l'appeler. Et il venait rapidement négocier pour nous. Oui, bien sûr, j'ai des preuves. Certaines des preuves que j'ai, celles qui existaient déjà, comme le fait qu'il ait signé des PV ou des décharges, par exemple, lorsqu'il devait prendre de l'argent lui-même ou qu'il envoyait des personnes en son nom pour prendre de l'argent. On échangeait des courriels et nous avions toujours une copie. Par exemple, s'il y a un dossier de la DGI, disons qu'il y a un redressement et que ce redressement est adressé à Prodimpex, on pouvait alors envoyer une copie à Jules en lui disant que nous avons déjà reçu ces redressements et que nous devons maintenant les régler.
C'est ce genre de courriel que j'ai lorsqu'on recourait à lui en cas de problème. On recevait une invitation de la DGDA, puis on la scannait pour l'envoyer à Jules et à sa société. Et c'est ainsi que ces dossiers étaient traités. Nous sommes entrés en possession des mails de M. Jules Alinguete, inspecteur général, chef de service à l'inspection générale des finances, daté du samedi 26 avril 2020, répondant au mail de M. Youssouf Cheikh, alors directeur des opérations à Prodimpex, en rapport avec la proposition d'ajustement des résultats. M. Jules Alinguete a écrit « Merci de votre mail, mais je vous demanderai d'attendre demain matin pour validation. Parce qu'en rectifiant les achats importés, nous devrons vérifier les fournisseurs étrangers. Examiner la TVA récupérable dans son ensemble et composition, ainsi rétablir l'équilibre de la trésorerie, c'est-à-dire s'assurer les fournisseurs payés et en harmonie avec toutes les sorties trésorerie. Donnez-moi le temps demain avant 10h. Signé Jules. En retardant la validation de l'ajustement des résultats pour vérifier les fournisseurs étrangers et la TVA récupérable, démontre une négligence dans son devoir de promptitude et de transparence, compromettant ainsi l'intégrité des opérations financières de l'État. Voilà comment M. Jules Alinguete, inspecteur général et chef de service à l'IGF, apprenait au groupe Kraoudji de voler l'État congolais. C'est lui qui a préparé pour tous les groupes en fait. Je le dis pour montrer que c'est un homme important, puissant. Il avait beaucoup de contacts avec les personnes les plus importantes du pays à l'époque. Il était l'homme entre les deux et négociait au nom du groupe Raoudji. Et c'est comme ça qu'on s'adressait directement à lui et non à Dako. Dako, c'était juste une couverture sur papier, beaucoup plus. Mais la personne qui jouait vraiment les rôles des négociateurs pour nous, c'était lui, M. Jules Alinguete. C'est lui qui avait l'habitude d'aller par exemple à la DGI pour nous. Quand on devait clôturer un dossier, il faisait l'intermédiaire avec les services. Il négociait et il venait communiquer avec les patrons, puis l'affaire était finie. C'est de cette manière que nous utilisions Jules Alinguete à l'époque. Même lorsque j'ai été accusé, il était toujours là. Après, je ne sais pas s'ils ont continué avec lui ou pas, mais pendant que j'étais là, il était toujours là. Même quand il est devenu chef des services, il était là. On lui parlait, on l'appelait. Laisse-moi te demander une question. Je peux te demander une question. Ok. So, tu es quelqu'un qui a un salaire, je pense, il m'a dit une fois, parce que je lui ai demandé comme inspecteur des finances, il a quoi, $7,000, il m'a dit, il m'a expliqué. Non, pas comme inspecteur général des finances, avant déjà, $7,000, il gagnait chaque mois. So, maintenant, quelqu'un gagne $7,000. Comment tu peux avoir 11 véhicules? Et ce n'est pas les petits véhicules, c'est les Mercedes, c'est GLS, c'est les véhicules américains qui achètent. Tu as 11 véhicules, tu as une maison pour, je ne sais pas, probablement 1 million, quelque chose de dollars, ok? Tu voyages chaque année à Dubaï 2-3 fois. Tu as les montres pour 50, 600 000, non, 600 000 dollars. Tu portes les vêtements, une suit avec, qui coûte 1000 quelque chose. Comment tu expliques ça? Il n'y a personne qui comprend quelque chose ne marche pas. Oh, tu as gagné. Je ne sais pas si la loterie au Congo va te donner quelques millions. Vous comprenez? Et c'est très facile pour quelqu'un exposé. Comment tu as tout ça avec un salaire de $7,000? Et tu as combien de enfants? Paola, un fils, une fille et je ne sais pas, 3 ou 4 enfants. Avec un salaire de $7,000. Et tu as tout ça. La partie officielle était faite par Dako.
puisque son directeur général était la femme de Jules Alingueté. Jules Alingueté avait l'habitude de négocier pour tout le groupe et ensuite les dossiers étaient clôturés. Oui, je l'ai vu parce qu'il avait l'habitude de venir au bureau juste pour nous voir, nous dire bonjour et discuter un peu. Il venait rencontrer notre patron à l'époque. Je l'ai donc vu à de nombreuses reprises. Elle venait aussi la plupart du temps dans notre bureau pour nous rendre visite. Et bien sûr, c'est elle qui s'occupait des DACO. Parfois, pour la préparation de la villa, elle venait à notre bureau. Je peux dire que je lui ai servi personnellement de l'argent selon les instructions de ma hiérarchie. Parce que parfois, lorsque les boss ne sont pas au pays ou qu'ils ne veulent pas entrer en scène, ils utilisent quelqu'un pour faire certaines choses à leur place. Oui, Nanou a reçu de l'argent de notre part. Les montants atteignaient 200 000 à 700 000, 800 000 et même 1 million. Il y avait des dossiers séparés. Par exemple, en un an, il recevait 3 ou 4 millions pour le groupe et ensuite il recevait 2 millions ou 2 millions et demi pour Rabobank. Supposons que Rabobank ou toute autre société du groupe réalise un chiffre d'affaires de 30 millions. Le groupe ne va déclarer que 20%, soit 6 millions. Nous savons que le chiffre d'affaires est 30 millions, mais il ne déclare que 6 millions. Alors, pour couvrir les 24 millions, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voler. Et combien? Dans la TVA, dans toutes les taxes, pour prouver au gouvernement que votre chiffre d'affaires était en fait 6 millions et non 30 millions. Pour prendre toutes ces dispositions alors, nous devrions payer tout cela à Jules Alingueté. Parce que c'est lui qui faisait tout cela. C'est pour cela qu'il a été payé autant d'argent, juste pour réduire les chiffres d'affaires et les montants des taxes. Pour réduire les montants, quoi qu'il en soit. Just to cover that $24 million, you steal how much? You steal TVA, right? You steal all the taxes. So now that whatever you save 24 million, so you have to prove to the government that our chiffre d'affaires was actually 6 million and not 30 million. To do all those arrangements, we were paying to Jules Alingueté that okay, the chiffre d'affaires is actually 6 million, and then ETA will agree and then can close the file and then finish. That's why he was paid so much money just to reduce the chiffre d'affaires, reduce the amount of taxation, reduce the amount of douane, whatever. C'est maintenant DACO qui doit faire les bilans, acheter, adapter les bilans de chaque société. C'est aussi même tous les preuves dans les emails. C'est DACO qui fait le bilan et adapter le bilan comme ils correspondent avec. DACO est aussi une agence à Lubumbashi, par exemple. Et les dossiers pour, par exemple, Proton, Prodimpex, Rabobank, ils sont aussi traités, les dossiers à Lubumbashi. Parce que Nanou, elle a voyagé, mais le groupe est représenté, Rabobank est représenté partout. Mais Beltexco aussi, ils sont, même Prodimpex, Chicapa aussi, il y a aussi Chicapa, ils sont représentés et tout. So, tous ces dossiers, mais tous ces dossiers, c'est traité par Alingueté à partir de Kinshasa. Normalement, s'il y a une chose avec, par exemple, avec la IGF, c'est le petit frère qui aussi travaillait à la IGF de Badoubenga. Badoubenga, le DGA de l'IGF, qui était inspecteur général des finances. Il est maintenant DGA, le deuxième. Il était inspecteur général des finances avant. Maintenant, il est venu la deuxième personne, après Alingueté. Et son petit frère travaille aussi à la IGF. Et ils ont acheté le bâtiment de la Rabobank pour... oui, et ils ont fait une erreur dans le bilan, dans les calculations. Et DACO a mis ça dans le bilan. 45, c'est le montant officiel, mais dans le document, c'était écrit 20
1000 quelque chose seulement. So, on n'a pas mis les montants réels dans les documents officiels. Manipuler le bilan comme d'habitude et réenvoyer ça au comptable de la Parkland. Boutin, comme il a pensé c'était une erreur, il a changé cette chose et quand il a changé ça, on a submissionné ça à la DGE, comme d'habitude aussi, parce qu'on a besoin de cachets de la DGE. On a reçu un redressement de 13 millions de dollars, sans vérification avec d'accord Schüler Lingete encore. Seulement pour Parkland. Et à Lingete, après, il a négocié, ils ont payé 3 millions en officiel. Il y a une chose avec Alingete aussi, même je n'étais pas là. Alingete, il a acheté pour IGF des Hyundai, les véhicules. Lui, il payait 200 000 pour les commissions. Et il y a eu un problème à cause de Covid à Dubaï. On n'a pas trouvé cet véhicule. Les inspecteurs de IGF sont venus parce qu'ils ont pris un crédit de la banque. Je pense que c'était Robank aussi une autre. Ça dépend où est le compte inspecteur parce qu'ils ont reçu le crédit et ils ont annulé les contrats avec eux. Je pense qu'ils ont acheté après le véhicule chez Hyundai Ibrahim ou chez Ashur, Sokin. Ça, Youssef probablement connaît. Et là, ils ont un grand problème parce qu'on a payé déjà à Lingete 200 000 dollars de commission pour cette deal, parce que c'était 100 quelque chose véhicule. Et ça, je pense que c'est la première fois qu'on a un grand problème avec Youssef parce qu'on a demandé à Youssef pour récupérer ces 200 000 parce que ce deal n'est pas réalisé. Et Youssef m'a dit les choses ne passent bien, très bien, si je peux rentrer parce que je dois lui aider. Je suis rentré aussi, mais je lui ai dit écoute, je pense que c'est mieux pour terminer tout et finir. Il a dit aussi tu sais qu'est-ce qui s'est passé avec cet autre, ils ont beaucoup de pouvoir. Et oui. Non, c'est cash. C'est cash? Tout le temps cash. Il y a des calculs et tout dans le hard drive aussi. Youssef peut aussi, mais il y a des papiers, par exemple, il y a un document de la sœur de... de sortie ou ce genre de choses? Il y a mais on a des documents qui prouvent, par exemple, Madame Moupette, la sœur de Alligete. Je sais, ils ont payé 3 millions, mais... Non, mais ça c'est ma question maintenant. Ça c'est tout officiel. Il y a DGI a fait un redressement de 13 millions. Maintenant, après 6 semaines, tu reçois un redressement rectifié pour 1 500 000. Mais comment tu expliques ça? Comment tu expliques maintenant pourquoi il y a 11 500 000 différences entre les deux? Qui a fait cette erreur? C'est la DGI? C'est-à-dire tu as des gens incapables à la DGI. Tu comprends? Il n'a pas de sens parce que tu juste prends le bilan, ils sont submissionnés. Et ça c'est tout officiel. Ça je dis depuis plus de 2 ans. Pour moi c'est une chose que je ne comprends pas parce que il y a les documents officiels qui est dans les archives, qui tout le monde peut vérifier. Mais je sais, au Congo, ce n'est pas tout digital. Mais il y a les numéros d'enregistrement. Oui, tu peux brûler les bâtiments, mais les bâtiments encore existent. Ces documents existent physiquement dans les archives. Si je connais aussi, il travaille avec quelqu'un, Frank Malanda, Schüler Lingete, qui est un directeur à la DGI, mais il ne peut pas échapper tous les documents. La même chose avec l'importation de la DGDA. Les documents existent encore. Comment le gouvernement, les paquets, c'est la raison pour laquelle tout le monde est payé parce que tu veux échapper les preuves ou tu dis oh non, il n'y a aucune preuve. Comme Lingete a dit,
oh non, ce document de décharge et tout, je n'ai pas signé ça. Allez dans un laboratoire et laisse vérifier ça. Tu ne peux pas être un scientist pour vérifier si c'est correct, c'est son signature. Et 7 ans, parce qu'aujourd'hui on peut dire, oh, ça c'est le AI, Artificial Intelligence. Mais quand tu as signé, il n'y a rien avec Artificial Intelligence. Et même si c'est Artificial Intelligence, un expert peut confirmer, c'est toi. Oui, c'est toi. Il n'y a pas de discussion. C'est ta signature. Et pourquoi tu vas... Oh, tu as mis le troc ou quoi quand tu signes. Vous comprenez? Et avec toute cette preuve et l'histoire, pour moi, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement congolais, jusqu'à maintenant, n'est pas capable pour récupérer l'argent, arrêter les gens ou faire des choses. Parce que c'est dans les billions de dollars, ils ont volé. L'affaire du redressement fiscal de 13 millions de dollars, réduit à 1 500 000 dollars après l'intervention de l'inspecteur général des finances, M. Jules Alinguete, soulève de sérieuses questions sur l'intégrité et la transparence des décisions fiscales dans notre pays. Les accusations de manœuvres visant des gains personnels sont d'autant plus préoccupantes que les cabinets fiduciaires d'ACO, conseil des sociétés du groupe Raoji, est géré en apparence par la femme de M. Jules Alinguete, ce qui suggère un potentiel conflit d'intérêts. Pour garantir la justice et la confiance dans nos institutions, il est impératif que les enquêtes indépendantes soient menées. La population doit rester vigilante et exiger des réponses claires afin de s'assurer que l'administration fiscale agit toujours dans l'intérêt public et non pour des intérêts privés. Derrière sa sérénité apparente en tant qu'inspecteur général et chef de service à l'IGF, M. Jules Alinguete sait pertinemment qu'il ploie sous le joug des preuves accablantes confirmant son implication active dans la mafia qu'il a co-orchestrée avec les sociétés du groupe Raoji. Si cette affaire était un mélodrame, il s'intitulerait « La corruption de M. Jules Alinguete, un drame au profit du groupe Raoji et au détriment de la RDC ». On peut citer quelques trophées gagnés par M. Jules Alinguete pour cette lugubre famille au détriment de la République démocratique du Congo. À titre d'exemple, il a aidé après l'appel à l'aide d'un comptable du groupe Raoji en difficulté à rendre potable un bilan négatif d'une des sociétés du groupe. Usant de sa position d'inspecteur des finances et conseiller en charge du climat des affaires au sein du cabinet du Premier ministre Sami Badibanga, il a fait annuler une mission de contrôle de l'IGF dans l'une des sociétés du groupe Raoji afin de leur permettre de continuer leurs activités illicites en toute impunité. En plus, il se comportait souvent en lanceur d'alerte pour les sociétés du groupe concernées, les avertissant au préalable de la descente d'une mission de contrôle de la DGI, de la DGDA, de l'IGF ou de la DGRAD. Ce comportement occasionnait un manque à gagner considérable pour le pays. Une fois le service rendu au groupe Raoji avec succès, M. Jules Alinguete se faisait traiter aux petits oignons. Par exemple, il bénéficiait d'une prise en charge totale, lui et ses dépendants, pour des vacances aux États-Unis, billets d'avion, hébergement, restauration et bien plus encore. Non, ça, c'est un peu bizarre pour moi. On est tenu dans un cercle depuis plus de 2 ans. Parce que depuis, il y a des emails qui donnent à Hatraf qui prouvent à 2018, j'ai envoyé tout déjà à la DGA pour l'exposer. Et les gens m'ont dit, non, les gens ils ont trop de pouvoir, tu ne peux rien faire. Laisse tomber parce que tu vas mourir. Tu essaies avec le gouvernement, tu essaies avec le paquet, avec la justice. Et personne, après, ok, je comprends. Tout le monde gagne, bénéficie de cette chose. C'est la raison pour laquelle personne veut faire une chose. Mais tu veux pas avancer ton pays. Tous les grands, même les petits, même tous les supermarchés. Comment les supermarchés marchent au Congo? Ils ne paient pas les impôts. Il y a une négociation à l'aéroport. S'ils envoient quelque chose avec le vol, s'ils importent avec les containers, les gens ne payent pas les impôts. Qui t'a contacté l'année dernière? Le premier, c'est le ministère du Budget qui a demandé, il veut parler avec le consul pour Australie. D'abord, c'était le ministère du Budget. Après, c'était soi-disant le directeur de cabinet du chef de l'État.
Oui, Julia Niembo. Et il a appelé, il a dit il faut parler parce qu'il y a des climats des affaires avec l'Australie. Il a dit oui, mais vous êtes pas, on n'est pas le consul pour Australie, on est consul pour... Oui, on ne doit pas parler avec le consul pour Autriche. C'est régulier. Ouais. Même, tu as encore le numéro qui t'a appelé, hein? Oui, j'ai encore le numéro. Oui, il m'a dit, quand je lui ai dit qu'il fallait qu'il passe par la voie officielle, ça veut dire les affaires étrangères, et puis voilà, faire la procédure normale, il n'a plus jamais fait signe de... C'était le numéro de Julia Niembo, parce que lui, il est un grand ami aussi d'Alligator. Je suis prêt à revenir à Kinshasa, comme je l'ai dit, à condition que les autorités me garantissent la sécurité, que je ne serai pas harcelé, que je pourrai y travailler où je veux, que les gens ne seront pas derrière moi. Ma famille pourra aussi venir et y rester. Car, comme je l'ai dit, j'ai travaillé là-bas pendant 14 à 15 ans. J'y ai passé plus de 40% de ma vie. Ces pays me manquent tellement. Je l'aime beaucoup. Alors, je vais revenir, bien sûr. Mais pour l'instant, tant que je n'ai pas obtenu toutes ces garanties, je ne peux pas revenir, même si je veux bien le faire. Messieurs et dames, la situation dans laquelle se trouve M. Jules Aligete par rapport à la société Raoudji est constitutive d'un conflit d'intérêts défini à l'article 11 du décret-loi numéro 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État qui dispose ce qui suit. Il est interdit à l'agent public de l'État de se prononcer sur toute affaire au traitement et à la solution de laquelle il a directement ou indirectement un intérêt personnel. L'intérêt personnel de l'agent public de l'État englobe tout avantage pour lui-même ou en faveur de sa famille immédiate, des parents, des amis, des personnes ou des proches, des organisations avec lesquelles il a des relations d'affaires ou politiques. Le conflit d'intérêts naît d'une situation à laquelle un agent public de l'État a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. En vertu de l'article 12 du même décret-loi, dans cette situation, M. Jules Aligete aurait dû informer ses supérieurs hiérarchiques de l'existence d'un tel conflit. Il aurait dû éviter toute forme d'incompatibilité.